On va parler de plein de choses dans cet épisode. Comme souvent, vous allez me dire, on va parler de circuit imprimé ou de PCB pour ceux qui parlent anglais. On va parler de l'anniversaire du CERN également. On va parler de vidéosurveillance et bien sûr, on va parler d'intelligence artificielle. Pour parler de tout ça, il y a du monde dans la boucle. Les deux premiers arrivés sont ceux-ci. Xavier d'un côté pour la première fois cette saison. Bonjour Xavier. Salut. De l'autre côté, un des deux Sébastien, c'est-à-dire l'autre Sébastien, comme on dit quand on le pas barbu. Il y a le Sébastien et l'autre le pas barbu. Alors qu'il est tout aussi barbu que l'autre. Oui, c'est vrai. Ça se voit moins, mais voilà. Ils sont là, vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Thierry, Aurélien, David. C'est presque toute l'équipe dans cet épisode. C'est un espèce voilà, c'est une espèce de total. Merci à tous ceux qui nous ont laissé de sympathiques messages, qui se sont abonnés à notre infolettre. N'hésitez pas à le dire autour de vous, hein. Plus on est de fous, plus on rit. L'infolettre, je vous le rappelle, c'est pour vous la possibilité, une fois par semaine et pas plus, on va pas vous spammer, de vous informer sur les sorties de nos épisodes, de vous donner également les liens vers nos différentes sources. Notre veille technologique que l'on partageait auparavant sur les réseaux sociaux, c'est par là que vous l'avez également. Donc en plus des infos dont on vous parle ici, il y a encore des liens intéressants, en tout cas on a trouvé nous intéressants, partagés via ce biais, et donc là vous pouvez aller plus loin aussi, et puis quelques news supplémentaires en fonction du bloc-notes. On vous donne également les sources de nos différents éléments de bloc-notes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Moi j'ai tout dit. À un moment donné, moi je passe la main, qu'est-ce que vous voulez? Il faut passer à autre chose. Vous avez un truc à rajouter peut-être? Un état, une humeur, Non, en écoutant le nouveau générique, moi j'avais envie de danser, mais je vais m'abstenir puisque j'ai eu un petit problème au genou, mais voilà. Ce sera pour un prochain épisode. Il s'est cassé les tiges, les deux en même temps. Xavier, il fait pas les choses à moitié, c'est moins qu'on peut se dire. C'est ce qu'on m'a dit souvent, c'est bien effet. Une fois que c'est fait, et puis voilà. Mais ça va beaucoup mieux, et heureusement. Bon, allez, on passe au bloc-notes, en tout cas la première partie. Et je rappelle que le bloc-notes, ce sont les news que moi, je vois à gauche, à droite, des petites infos comme ça, par-ci, par-là, et je me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal d'en parler avec mes petits camarades. On peut parler par exemple de Starlink, le service internet de SpaceX, qui a franchi la barre des 4 millions de clients cette semaine, soit 1 million de clients de plus en 4 mois, c'est quand même pas mal. La croissance de Starlink est exponentielle, passant de 500 000 clients après moins d'un an à 2 millions en septembre 2023, soit un doublement en un an. Les revenus de Starlink devraient dépasser les 6,6 milliards de dollars en 2024, dépassant ceux de SpaceX, 5,5 milliards de dollars en 2023. Starlink vise à atteindre les 10 millions, voire les 100 millions de clients. C'est marrant de dire ça comme ça, mais la presse est unanime, c'est 10 millions ou 100. Voilà, on fait pas les choses à moitié. Et donc, bénéficiant d'un marché en pleine expansion, avec finalement fort peu de concurrence. Tu avais un truc à rajouter sur SpaceX ou je me trompe? Non, tu as bien raison, il y a une news qui est passée cette semaine qui venait d'Air France qui disait qu'à partir de 2025, ils offriraient de la connectivité Internet à tous les passagers, donc gratuit pour tous les passagers, en collaboration avec Starlink. Donc c'est une connexion satellite, Starlink qui sera proposée à bord des avions Air France à partir de 2025. Voilà, donc là aussi ça fonctionne. Ça fonctionne aussi sur les drones russes, paraît-il. On a trouvé des composants Starlink sur des drones russes abattus par des Ukrainiens. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'on satisfait les clients. On peut dire ça comme ça. Le juge brésilien, qui avait d'abord interdit X au Brésil, autorise la réactivation du service ex-Twitter, mais a imposé une condition préalable. Elon Musk doit payer une amende d'environ 1,6 million d'euros pour avoir tenté de contourner la suspension du réseau il y a 2 semaines. La représentante légale de X au Brésil devra également s'acquitter d'une amende, elle, d'environ 50 000 euros. Cette amende, donc, sanctionne le fait que X a maintenu un serveur en service pendant 2 jours pour contourner la suspension ordonnée par la justice brésilienne. Une fois ces amendes payées, X pourra à nouveau fonctionner normalement au Brésil.
OpenAI prévoit d'augmenter progressivement le prix de l'abonnement ChatGPT+, qui devrait doubler d'ici 2029. On sait à quel point les frais de fonctionnement sont astronomiques en intelligence artificielle générative, et puis il s'agit aussi de séduire les investisseurs. L'objectif d'OpenAI est bien sûr d'augmenter ses bénéfices, mais également d'attirer les capitaux, alors que la start-up n'est pas encore rentable et table sur un déficit de 5 milliards de dollars en 2024. Pour parvenir à tenir ses promesses financières, OpenAI compte donc en partie sur un abonnement de plus en plus cher. Pas sûr que les 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires de la version gratuite de ChatGPT passeront à la solution payante. Sébastien, un truc à dire sur l'intelligence artificielle, peut-être de manière générale ? Ouais, c'est aussi à croiser avec une news qui est passée cette semaine que Microsoft avait racheté aux États-Unis une centrale nucléaire pour alimenter des data centers, pour fabriquer leur propre énergie. Et je rappelle que l'IA générative spécifiquement, ça coûte une fortune en énergie. Chaque fois que vous faites une inférence, chaque fois que vous faites une recherche, une question, ça coûte 10 à 15 fois plus qu'une recherche Google en termes d'énergie apportée pour faire tourner ces modèles. D'où les différents fournisseurs, parce qu'Amazon avait annoncé la même chose il y a quelques mois, qui se tournent vers l'énergie nucléaire maintenant aux États-Unis pour alimenter leur data center en privé. J'en avais parlé la semaine dernière d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, c'était dans le bloc-notes de la semaine dernière. Xavier, on va parler d'une technologie qui a fait ses preuves, manifestement, durant les Jeux Olympiques, et qui avait déjà, certains avaient mis quelques craintes sur le côté pérenne de cette technologie, puisqu'on parle de vidéosurveillance. Oui, alors c'est plus précisément de la vidéosurveillance algorithmique, abréviation VSA, qui a été testée en France pendant les JO. Alors c'est une technologie qu'on a déjà vue dans des séries télévisées comme Black Mirror, on a déjà vu ça dans des jeux vidéo et en Chine également, mais ici c'est en passe d'être généralisé en France et c'est ça qui fait débat. Alors qu'est-ce que c'est que cette VSA ? C'est un système qui se base sur l'intelligence artificielle et qui va permettre de détecter en temps réel et en continu des comportements qui sont détectés via l'image et qui sont jugés comme étant anormaux sans utiliser la reconnaissance faciale, en tout cas pour le moment. C'est d'ailleurs une des inquiétudes qui surgit par rapport à cette news. Alors, les comportements qui sont jugés anormaux ou suspects, c'est par exemple un objet qui sera abandonné dans un endroit comme le quai d'une gare, par exemple, des mouvements de foule, des départs de feu, une personne ou un véhicule qui se déplacerait en sens inverse, une personne ou un véhicule qui franchirait des zones interdites, une personne qui serait au sol suite à une chute, etc. Donc c'est vraiment assister finalement un opérateur, éviter d'avoir un opérateur qui regarde en permanence des images et qui doit interpréter ce qu'il voit, c'est vraiment confier ça à l'intelligence artificielle. Alors le gouvernement Barnier en France souhaite intégrer ce dispositif de manière tout à fait pérenne, malgré les débats éthiques sur la vie privée qui découlent de ça évidemment. Cette technologie, elle va susciter des inquiétudes suite à son usage massif et au potentiel dérive qui pourrait survenir suite à la surveillance publique de ces caméras. Et alors, on a des personnes qui dénoncent aussi le fait qu'on commence à généraliser un petit peu un schéma qui se répète, c'est dans lequel on annonce finalement qu'on va faire des tests temporaires. Dans ce cas-ci, c'était un test qui était censé être fait uniquement à Paris pendant les JO, etc. Et puis qu'on se dit on va prolonger un petit peu le test et au final, on généralise ça. Et en fait, c'est une méthode qui se reproduit pour différentes choses et il y a des gens qui dénoncent cet aspect-là. Par contre, pour les passionnés de technologie, c'est une avancée qui est quand même assez fascinante, même si elle inquiète. C'est un vrai bond en avant pour la sécurité, mais c'est effectivement un risque sur au niveau de l'atteinte aux libertés de tout un chacun. Si ça s'avère efficace, ça pourrait quand même redéfinir un petit peu la façon dont les espaces publics sont surveillés, en tout cas en France pour le moment. Même si on doit se poser quand même la question des limites à ne pas franchir quand on veut utiliser ces données, ces algorithmes, etc. Donc voilà, la généralisation dans un cadre strict, c'est ok, mais il faut voir ce qu'on doit faire pour éviter une société qui serait une société de surveillance omniprésente, comme on a peut-être un peu plus en Chine, par exemple, quoi.
C'est toujours ça l'idée, hein, c'est entre les mains de qui cela va tomber. On pourrait dire que sous un régime démocratique, on peut encore être un petit peu serein, mais si demain ce sont des partis d'extrême, quel que soit l'extrême d'ailleurs, qui sont au pouvoir, quel usage feront-ils de ces données et de ces outils? C'est toujours la question. Je me rappelle qu'on parlait d'ailleurs, pour revenir là-dessus, de la loi, on l'avait même appelée la loi JO, hein, je pense, concernant l'usage des caméras intelligentes, pour dire que voilà, c'était encadré, que cette loi était nulle et non avenue au-delà de la période des Jeux Olympiques. On voit que finalement elle va être rallongée. Je vois que Sébastien a un truc à rajouter. Oui, parce qu'on en avait parlé déjà dans les technos, et c'était l'autre Sébastien qui était là, qui en avait parlé avant les JO, et il avait dit, et vous verrez, ça va rester. Donc kudo, bravo de Sébastien qui, oui, l'actualité lui donne raison. Puis, sans savoir même qui serait Premier ministre, qui serait au gouvernement, etc. Encore le nez encore plus fin. Quoi. Est-ce qu'il en avait parlé avant la dissolution? Ce serait encore plus fort. Ah oui, c'était avant les JO. Ah oui, la dissolution aussi. Je crois que parce que c'était c'est longtemps avant les JO. Je vais l'inviter pour faire un bulletin loto. Oui, écoutez, on a bien fait le tour de ce sujet. Évidemment, si vous avez une réaction, un avis à apporter, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, soit sur notre site lestechno.be, soit sous cette vidéo, là où vous la trouvez, c'est-à-dire sur YouTube, par exemple. À la pêche au disque, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon... Enfin, voilà. HDD. Oui, mon HDD. Mon SSD. Voilà. Un jeu de sécurité numérique au fond de la mer. De quoi s'agit-il? Un non-jeu de sécurité, pardon. Vous vous souvenez peut-être en août dernier, le monde de la haute technologie était ébranlé par le naufrage du super yacht, le Bayesian, propriété du magnat britannique Mike Lynch. C'est un navire assez luxueux qui était au large de la Sicile et qui a sombré dans des circonstances qui sont toujours pas éclairées par la justice d'ailleurs. On parle de mauvais temps notamment. Et il emportait avec lui 7 personnes sur les 22 qui étaient là, dont le propriétaire, sa fille de 18 ans, le grand patron de la banque Morgan Stanley et son épouse également. Les autorités italiennes ont évidemment immédiatement lancé d'importantes opérations de recherche, de sauvetage, mais après quelques jours, il n'y avait plus d'espoir de retrouver des survivants, et on a même retrouvé les derniers corps quelques jours après. Ça, c'était au mois d'août. Et puis l'information revient là maintenant, parce que parallèlement aux recherches, il y a une information qui a mis le feu aux poudres il y a quelques semaines, et la présence à bord du yacht, du Bayesian, de 2 disques durs contenant des données d'une importance capitale, car Mike Lynch, qui est une figure emblématique de la cybersécurité, était aussi à la tête d'une société, qui s'appelle Darktrace, spécialisée dans la protection contre les cybermenaces. Et donc il est fort probable que ces disques enferment des informations confidentielles susceptibles d'intéresser de nombreux acteurs, que ce soit au niveau national ou international. Donc les autorités italiennes sont conscientes de l'enjeu, elles ont déployé d'importants moyens pour sécuriser cette épave. Des plongeurs spécialisés, équipés de technologies sous-marines de pointe, ont été chargés de récupérer les disques durs avant évidemment qu'ils tombent dans de mauvaises mains, ou en tout cas ce que nous on considère des mauvaises mains, des autres mains, on va dire. Des autres mains. Cette course contre la montre a suscité un vif intérêt de la part des médias du monde entier. Ils ont suivi de près les évolutions de cette affaire. Mais donc ce naufrage met vraiment en jeu la cybersécurité d'aujourd'hui, de l'ère numérique, où les données sont devenues une ressource stratégique. Leur protection est devenue une priorité absolue, même pour les États, les entreprises et puis évidemment nous, les particuliers. Les données sont chiffrées probablement, donc on ne sait pas exactement ce que les autorités italiennes vont pouvoir récupérer. Mais en tout cas, le chiffrement des données joue un rôle essentiel aujourd'hui dans la préservation des données. Et d'ailleurs, je vous invite à retourner voir, ou plutôt écouter, les épisodes hors série des technos que nous avions fait pendant l'été 2022, je pense. Ou 2021, exactement, 2021, parce que je les ai là sous les notes. 4 épisodes hors série où on vous explique
les bases de la technologie du chiffrement. Enfin voilà, cette affaire soulève de nombreuses questions juridiques aussi. Qui est le propriétaire légitime des données présentes? Est-ce que c'est l'ex-propriétaire et défunt propriétaire du yacht? Est-ce que c'est l'État dans lequel dans les eaux territoriales, là où dans les eaux territoriales où le yacht a sombré? Est-ce que c'est peut-être d'autres États, des contractants, des clients de la société de Mike Lynch? Beau casse-tête juridique à venir également. Et puis c'est un événement qui marque aussi peut-être un tournant dans l'histoire de la cybersécurité. Que va-t-on faire des données? Quel est l'enjeu de souveraineté des États autour des données? Comment les protéger? Donc cette affaire est loin d'être finie. Il y aura probablement encore des analyses, des rebondissements dans les mois à venir. Et ça nous laisse réfléchir sur ce qu'on fait de nos données, à qui on les confie et où est-ce qu'on les met. Ça me rappelle, tu dois t'en souvenir aussi, Sébastien, le tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où je pense que je suis même sûr que c'était Amazon qui avait mis à disposition de l'État ukrainien des disques durs durcis et conditionnés portables, mais mastoc, hein, pour collecter toute l'information publique, donc tout ce qui était lié à la population, hein, les dossiers de population, pour les mettre à l'abri, parce que ça a une valeur évidemment, et c'est tout l'historique entre guillemets d'un pays qui se retrouve numérisé et qu'il fallait mettre à l'abri. Et qui a été mis en sécurité. Un élément dont j'ai pas parlé, je voudrais rajouter parce que ça me fait sourire et le côté conspirationniste et roman d'espionnage me plaît bien, c'est que le principal associé de Mike Lynch est mort aussi quelques jours avant le naufrage. Il a été percuté par une voiture pendant qu'il faisait son jogging en Angleterre. Oh. Pour être honnête, et c'est un article de la BBC que j'ai lu aujourd'hui, les forces britanniques, de police britanniques considèrent que c'est un accident qui a absolument aucun rapport entre les deux événements. Ça, c'est la version officielle de la police. Mais je trouve ça amusant et c'est probablement un bon point de départ pour un roman de John le Carré, si John le Carré était encore en vie. C'est parce que c'est dans les romans qu'il y a un flic qui sort du lot et qui dit « Moi, je ne crois pas à la thèse de l'accident, je vais enquêter plus loin parce que j'ai plein de temps devant moi. » Non, ce sont des fonctionnaires de police, dans la réalité, qui disent « Ah bon, on a trouvé la solution, il s'est fait rouler dessus, c'est bon, passons à autre chose. » C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Affaire à suivre, comme on dit, c'est vrai que c'est passionnant, mais en même temps, c'est un petit peu... ça fout un peu les... Ça fait peur. Ça fout un petit peu les chocottes, oui. Allez, bloc-notes, deuxième partie si vous voulez bien. Microsoft met fin à la production des casques de réalité mixte HoloLens 2. Le casque HoloLens n'a jamais vraiment décollé commercialement, avec seulement 30 000 unités vendues depuis 2016. C'est pas beaucoup. Microsoft donc s'éloigne de plus en plus des solutions de réalité mixte grand public. HoloLens militarisé? C'est reparti. Microsoft travaille sur un nouveau casque de réalité mixte pour l'armée américaine depuis 2021. Il s'agit d'un contrat de 21,9 milliards de dollars étalé sur 10 ans et qui portera sur la livraison de 120 000 casques. C'est quand même beaucoup mieux. Les tests pour ce prototype de l'année dernière n'ont pas été concluants. Les soldats se plaignaient d'un système peu efficace et, pour être très clair, leur donnait un petit peu la gerbe. La start-up Anduril, fondée par le créateur d'Oculus, rejoint maintenant le projet et apporte sa plateforme logicielle Lattice dans le projet. Anduril est une entreprise controversée qui promet de, je cite, transformer les capacités militaires des États-Unis et de ses alliés avec des projets comme des armes autonomes par exemple. L'Italie sort les griffes et met en place un nouveau système pour lutter contre le piratage IPTV. Les autorités pourront désormais obtenir les données d'identification des utilisateurs de streams illégaux et leur envoyer des amendes automatiques pouvant aller jusqu'à 5 000 €. Malgré les avertissements, le succès des IPTV continue en Italie et les fans de sport, par exemple, ne semblent pas prêts à payer pour les offres légales. Le piratage IPTV reste répandu en Italie, comme chez nous d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Les plus souvent évoquées sont le
coût des offres légales, forcément moins cher que les offres officielles, l'accessibilité et la facilité d'utilisation, le manque de sensibilisation, de nombreux utilisateurs ne réalisent pas le risque associé au piratage par exemple, le sentiment d'anonymat en ligne, ça c'est pas nouveau, c'est depuis que le web existe évidemment, et puis la culture du tout gratuit, là aussi ça fait un petit peu partie de la culture du web d'il y a quelques années, dans certaines communautés, le piratage est perçu comme acceptable, tout simplement. Voilà, c'est du vol mais c'est acceptable parce que finalement c'est numérique, c'est dématérialisé, donc on s'en fout un peu, et donc ça renforce l'idée que l'accès donc gratuit à ce contenu est un droit. Xavier, tu voulais rajouter un truc sur l'IPTV, je crois. Mais en fait, je me demandais comment ils allaient, dans les faits, détecter un petit peu ces flux pirates, parce que, ok, on sait qu'il y a des moyens pour détecter certaines choses, mais dès lors que les gens commencent à utiliser des VPN, ou bien que ces sociétés, parce que c'est pas des sociétés, mais ces groupements de pirates, ou cette mafia qui est derrière ces réseaux IPTV utilisent des adresses qui changent en permanence, etc. Je pense que ça va être un jeu du chat et de la souris un petit peu sans fin, et même s'il y a une volonté de punir, mais il faut voir dans les faits comment ils vont y arriver, parce que ce sera pas aussi simple que ça à mon avis. Il y a eu des saisies qui avaient été opérées sur certains groupes qui s'étaient fait attraper entre guillemets. Il était prouvé que c'était des groupes mafieux clairement, et que chacun donnant ses quelques euros à ces services-là participait à un réseau malsain, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça permettait par exemple à l'achat d'armes et à la vente d'armes à des réseaux terroristes par exemple. Donc quelque part, en utilisant l'IPTV, vous avez finalement quasiment autant de sang sur les mains qu'en égorgeant un cochon, si je puis dire. Sauf que c'est pas nécessairement du sang de cochon. Ça, c'est une autre affaire, évidemment. Mais voilà, c'est ça le problème. Eh oui, que voulez-vous. C'est la fin du bloc-notes. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, bien entendu. Et si vous vous preniez pour le gouvernement Barnier et que vous aussi, vous créez votre caméra, votre propre caméra boostée à l'intelligence artificielle, c'est possible aujourd'hui, puisque Raspberry Pi et Sony s'associent pour créer une telle caméra, Xavier. Très belle transition. C'est une news qui va plaire à plusieurs makers ou développeurs, etc. En fait, la société derrière le fameux Raspberry Pi, ce petit micro-ordinateur que tout le monde connaît maintenant, s'est associé à Sony, et plus particulièrement Sony Semiconductor Solutions, pour créer une caméra qui est boostée à l'intelligence artificielle. Ils l'ont nommée la Raspberry Pi AI Camera, donc c'est pas très original, mais au moins ça dit ce que ça fait. C'est une caméra qui va reposer sur un capteur intelligent, c'est le IMX500 de Sony, qui est capable de traiter des données visuelles directement sur la puce, sans qu'on ait besoin d'avoir un GPU. Donc ça, c'est la grosse innovation, c'est qu'en fait, c'est ce capteur qui va vraiment gérer le traitement de l'intelligence artificielle sans qu'on ait besoin d'appareils supplémentaires. Mais du coup, cette caméra, elle va également être compatible avec tous les modèles de Raspberry Pi, également des modèles plus anciens qui ont peut-être un peu moins de puissance, et c'est tout l'intérêt de cette innovation technologique. Les usages, ça inclut par exemple la détection d'objets dans des systèmes de sécurité, la reconnaissance de mouvements dans des projets robotiques, l'analyse d'images pour des applications industrielles ou agricoles, la reconnaissance d'objets. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser pour un coût qui, comme d'habitude avec les projets de Raspberry Pi, reste à mes yeux très abordable. Ici, c'est cette caméra, donc juste le petit module caméra, devrait coûter environ $70 hors taxe. Moi, je trouve ça vraiment très très abordable pour les fonctionnalités que ça apporte. Et puis c'est ludique aussi. C'est ça. On peut faire des chouettes trucs avec ça. Pour reconnaître son chat, par exemple. Pouvoir dissocier. Moi, c'est toujours un joueur d'oiseaux. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. On est quand même loin de la caméra domestique qui te lançait une alerte sur ton smartphone simplement parce qu'il y avait un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et que du coup, l'image a changé. Et donc, il y a une alerte. Ça, c'était quand même cassé. Maintenant, on peut dire, voilà, ça déclenche quand il y a un être humain et pas un chat, un chien, un oiseau ou un changement de lumière. C'est pas mal. Des choses qu'on pouvait déjà faire, mais à l'aide d'éléments externes. Ici, c'est vraiment embarqué dans la caméra, donc c'est vraiment...
Donc peut-être aussi un gain de temps sur l'analyse, etc. Donc voilà. Et c'est moyen de coder ça facilement. Oui. Je prends ma casquette de développeur, je me demande quel est l'API de programmation pour ce truc-là, parce que typiquement, quand un programme parle à une caméra, il y a 2 API, une pour prendre une photo, une pour recevoir un stream, un flux de vidéos. Oui. Et là, il y aura des choses en plus. Est-ce qu'il y a une API pour demander qui est là, quelles sont les coordonnées? J'ai vu qu'il y a déjà du code source qui est disponible et des sources de données avec un apprentissage qui a déjà été fait. Par exemple, pour comparer des objets, pour apprendre des choses. Donc, il y a vraiment déjà tout un tas d'outils et de librairies qui sont disponibles en ligne, mais également des entraînements qui ont été faits, qui sont disponibles, donc des modèles, quoi. Une fois de plus, on peut compter sur la communauté Raspberry. Hein. C'est aussi l'important avec cet outil. C'est pas que du hardware, c'est aussi des compétences et des connaissances qui sont partagées et du logiciel libre, etc., etc. On va pas vous faire le schéma ici, mais on n'est pas là pour vendre des Raspberry non plus, d'ailleurs, ni des caméras Sony. Mais malgré tout, pour les technophiles que nous sommes, ça reste quand même un truc. Voilà, c'est le bricolage, soit vraiment hard, hein, pour ceux qui ont vraiment envie de se donner à fond, comme certains de nos chroniqueurs, et on en reparlera d'ici quelques minutes d'ailleurs en parlant de circuit imprimé par exemple, ou alors simplement pour chipoter, comme on dit, pour bricoler un dimanche après-midi pluvieux. Si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire qu'à chipoter votre Raspberry, ou sinon vous serez invité un mercredi à dîner par exemple, mais ça c'est une autre histoire. Si vous vous reconnaissez là-dedans, évidemment, tout le monde n'a pas nécessairement la référence, il faut le dire aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Parce que je suis en train de me perdre un petit peu dans mes boutons. Ah si, je sais. Oui, il y a un anniversaire, c'est important, il faut le dire aussi ça. Quoi de mieux qu'un Suisse pour évoquer cette bien noble institution? Cette année, en 2024, nous célébrons un anniversaire important, les 70 ans du CERN, une institution qui ne se contente pas d'être une organisation scientifique, mais qui incarne la coopération européenne et mondiale. Créé le 29 septembre 1954, le CERN a permis à des nations, souvent en conflit, de s'unir autour de la science. Mais comment est-on arrivé à cette collaboration unique ? Le CERN a vu le jour dans un contexte particulier, l'Europe d'après-guerre. Ravagée par le conflit mondial, l'Europe devait non seulement se reconstruire économiquement, mais aussi scientifiquement. À cette époque, de nombreux scientifiques européens s'étaient exilés aux États-Unis. Ceux qui étaient restés ressentaient l'urgence de créer une institution qui permettrait à l'Europe de rivaliser avec les puissances scientifiques mondiales. Parmi ces visionnaires, le physicien français Louis de Broglie et ses homologues Eduardo Amaldi et Pierre Auger ont plaidé pour la création d'un laboratoire européen. Le projet prend forme à travers des discussions diplomatiques intenses. Finalement, Genève est choisie comme site du futur centre. Le 1er juillet 1953, la convention est signée par 12 pays, officialisant la naissance du CERN le 29 septembre 1954. Le CERN, c'est bien sûr des infrastructures impressionnantes, mais c'est avant tout des découvertes fondamentales pour la science. Quelques-unes de ces avancées les plus importantes qui ont été réalisées au sein du CERN, comme le boson W et Z en 1983. Et oui, en 1983, le CERN confirme l'existence des bosons W et Z, particules essentielles pour comprendre l'interaction faible, une des forces fondamentales de l'univers. Cette découverte valut le prix Nobel à Carlo Rubbia et Simon van der Meer. Les bosons W et Z jouent un rôle clé dans la validation du modèle standard de la physique des particules, constituant un pas décisif pour la compréhension de l'univers à l'échelle subatomique. Puis en 2012, le CERN frappe encore plus fort avec la découverte du boson de Higgs, mettant en lumière l'un des éléments clés du modèle standard de la physique des particules. Le grand collisionneur de hadrons, LHC,
le plus grand accélérateur de particules du monde est l'outil qui a permis cette avancée monumentale. Le boson de Higgs confère aux autres particules leur masse, ce qui constitue l'une des pierres angulaires de la physique moderne. Un autre jalon majeur du CERN est la production d'antihydrogène en 1995. Ce fut la première fois que des scientifiques parviennent à produire des atomes d'antimatière, ouvrant la voie à des études profondes sur la symétrie entre matière et antimatière, un domaine crucial pour comprendre l'origine de l'univers. En 2000, des chercheurs du CERN ont détecté un plasma de quarks et de gluons, un état de la matière qui aurait existé juste après le Big Bang. Cela permet d'explorer les premières phases de l'univers et de mieux comprendre ses débuts tumultueux. Plus récemment, dans les années 2010-2020, le CERN a découvert plusieurs nouveaux types de particules exotiques, dont des états liés de quarks tels que les tétraquarks et les pentaquarks. Ces découvertes, bien que très théoriques, enrichissent notre compréhension des forces fondamentales qui gouvernent la matière. Un impact qui dépasse la science pure. Le CERN n'est pas uniquement tourné vers la physique des particules, son influence s'étend au-delà du monde de la recherche fondamentale, avec des applications pratiques qui ont un impact direct sur la société. Le World Wide Web, peu de gens savent que le World Wide Web est né au CERN en 1989. Tim Berners-Lee, un ingénieur informatique travaillant au CERN, a conçu le premier système de partage d'informations en ligne, destiné à simplifier l'échange de données entre les scientifiques. Cette invention révolutionnaire a transformé notre façon de communiquer et d'accéder à l'information au point de devenir l'une des technologies les plus influentes de l'histoire moderne. Les applications médicales également, les recherches menées au CERN ont également conduit à des avancées en médecine, notamment dans le domaine de la thérapie par ions lourds et la protonthérapie pour le traitement du cancer. Ces techniques utilisent les accélérations de particules pour cibler précisément les tumeurs, offrant de nouvelles options thérapeutiques aux patients. La technologie des détecteurs, leur développement, comme les détecteurs de particules au CERN, a aussi eu des retombées significatives dans d'autres domaines, notamment en radiographie médicale, offrant des images plus précises pour le diagnostic et le traitement des malades. Le CERN est aujourd'hui un modèle de coopération scientifique internationale, mais il fait aussi face à de nouveaux défis. Les scientifiques réfléchissent à la prochaine génération d'accélérateurs de particules, avec des projets encore plus ambitieux que le LHC, notamment pour sonder les mystères de la matière noire qui constitue 85% de la matière de l'univers, mais reste pour l'instant un mystère. L'une des questions centrales pour l'avenir du CERN est de savoir comment il continuera à évoluer. Peut-on imaginer un CERN encore plus vaste ou une alliance mondiale encore plus étroite pour répondre aux questions les plus profondes de la physique ? Ce qui est certain, c'est que le CERN continuera de repousser les limites de la science. En 2024, à 70 ans, le CERN reste un modèle de collaboration internationale et d'innovation scientifique. Les découvertes passées et les recherches en cours nous laissent entrevoir un avenir où la science continuera de repousser les frontières de la connaissance humaine. Avec la poursuite de nouveaux projets ambitieux, tels que le développement de nouveaux accélérateurs de particules, il est clair que le CERN reste au cœur des avancées scientifiques mondiales. Le CERN a déjà transformé notre compréhension de l'univers et de la matière, mais l'aventure ne fait que commencer. Et effectivement, tu ne crois pas si bien dire, on y revient dans un instant, mais avant ça, Xavier, il y a aussi un anniversaire intermédiaire à fêter sur ces 70 ans. Pile poil au milieu, à 35 ans. Effectivement, il y a un autre anniversaire annoncé par le CERN, c'est la semaine prochaine en fait, c'est l'anniversaire de 35 ans de la première annonce d'un virus au sein du CERN, un virus de type ransomware. Donc c'est pas le premier virus, mais la première fois qu'on annonçait une attaque ransomware au CERN. Mais c'est pas tout. Parce qu'en marge de cet anniversaire, comme un peu pour le fêter, eh ben, les gens du CERN ont dit on va désintégrer un truc. C'était dans l'actualité du CERN cette semaine même, hein, ouais. Sébastien, et tu l'as épinglé. Il désintègre des kaons. Alors il faut expliquer ce que c'est. Ou des kaons. Ça se prononce. Ah oui, c'est comme des pans, mais avec un K. Ah.
Oui. Avant de ça, je voulais faire un petit truc perso. J'ai eu l'occasion de visiter le CERN. J'ai eu l'occasion de descendre dans le tunnel de l'accélérateur. Alors, c'était pas l'accélérateur de maintenant, c'est l'ancien. Et je parle de ça des années 90, 90, 94, 95, où on était dans ce tunnel. Et puis, on voit le petit tube au milieu, déposé religieusement, quasiment, millimétriquement en tout cas. Et puis, ces salles où ils se font entrechoquer des molécules et des atomes. Ces salles qui font la taille d'un immeuble, hein, plein d'électronique, de capteurs pour capter ce qui ressort. Et c'est ce qu'ils font au CERN. Ils se font s'entrechoquer des particules à des vitesses folles pour tenter de percer les mystères de l'univers. Donc imaginez des milliards de collisions par seconde, des détecteurs ultrasensibles qui captent les plus infimes particules. Et c'est dans ce chaos organisé que des chercheurs de l'expérience NA62 ont fait une découverte qui était assez surprenante. Ils se sont intéressés à une particule un peu spéciale, le kaon, je sais pas comment ça se prononce. Mais imaginez un ballon de rugby, mais à l'échelle de l'infiniment petit, et ce ballon, lorsqu'il est frappé à une certaine force, il peut se désintégrer en d'autres particules. Et selon le modèle standard de la physique, c'est la théorie qui décrit les lois fondamentales de la physique, cette désintégration, elle devrait se produire très rarement. Je vais vous citer quelques chiffres dans un moment. Alors ce modèle standard, c'est la théorie qui décrit les forces fondamentales, les constituants de base de l'univers. C'est une théorie plutôt réussie, plutôt complète, mais il y a des petits mystères que le modèle standard ne peut pas expliquer, comme la nature de le black matter, la matière noire, ou l'origine de la matière antimatière, par exemple. Et donc, pour y remédier, les physiciens cherchent des extensions théoriques au modèle standard, et c'est là où l'expérience NA62 rentre en jeu. Donc, l'expérience NA62, elle étudie un phénomène ultra rare, c'est la désintégration d'un camp chargé en un pion chargé et une paire de neutrinos antineutrinos. Les camps, c'est un peu comme des cousins étranges des protons et des neutrons. Ils sont composés de deux quarks. Alors, en anglais, on dit un quark strange et un quark anti-strange. En français, je sais pas si on doit dire un quark étrange et un quark anti-étrange. J'en ai vu un hier. Vous connaissez la réponse, dites-le moi. Mais selon le modèle standard, la désintégration d'un camp chargé en un pion et une paire de neutrinos antineutrinos est extrêmement rare. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais devinez quoi? L'équipe du NA62 a observé ce phénomène plus souvent que prévu. En fait, ils l'ont observé 13 fois sur 100 milliards de fois. 13 fois sur 100 milliards. Alors que le modèle disait que ça devait arriver moins de 10 fois sur 100 milliards de fois. Alors vous allez me dire, entre moins de 10 et 13, ça fait pas beaucoup, mais à cette échelle-là, ça fait quand même 30% en plus. Donc il y a un truc que le modèle standard ne peut pas expliquer, c'est 30% d'augmentation. Il y a un problème théorique, c'est un peu comme si vous lanciez un dé à 10 faces et que vous obteniez un 10 à chaque lancer. Statistiquement, c'est improbable, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé au CERN. Les chercheurs ont observé cette désintégration plus souvent que prévu. C'est un peu comme si quand on lançait notre dé à 10 faces et que le 10 sortait beaucoup trop souvent, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne colle pas dans la théorie. Alors quelles sont les explications possibles? Peut-être qu'il y a de nouvelles particules que nous ne connaissons pas encore. Peut-être que les lois de la physique sont un peu différentes à certaines échelles, qu'on regarde vraiment le tout petit. C'est tout l'enjeu de ces recherches, justement, c'est d'explorer les limites de notre compréhension, de découvrir ces nouveaux phénomènes. Cette découverte, en quelque sorte, c'est un peu comme trouver une pièce manquante dans un énorme puzzle. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a des nouvelles particules qu'on ne connaît pas encore, ou est-ce que ce sont des nouvelles lois de la physique? Peut-être. L'équipe de NA62 continue à analyser ces données, à mener de nouvelles expériences pour en savoir plus. En tout cas, ça ouvre de nouvelles perspectives pour la physique des particules, et peut-être que ça pourrait nous aider à mieux comprendre notre univers et son origine. Comme quoi, le CERN a encore de beaux jours devant lui, des dizaines et des dizaines d'années et des milliards et des milliards de particules à analyser, à collisionner, etc., etc. Et si on trouve un truc, on se manquera pas de le rappeler. L'air de rien, c'est vrai que, et ça Thierry le disait, ça contribue quand même à des applications qui nous touchent plus souvent qu'on l'imagine. Et c'est ça qui est important dans tout ça. Je pense pas que Xavier avait un truc à rajouter sur le coup. Non, on a fait le... Non, je me demande où il a acheté son dé à 10 faces, ça peut m'intéresser, mais... Oui, c'est intéressant ça aussi, parce que c'est tous les bons magasins de jeux de plateau. De jeux de plateau ésotériques, etc. Ouais. C'est le dé truqué qui est intéressant. Ah, le dé truqué. C'est celui-là. Le pipé. Le dé pipé. Tu l'imprimes toi-même, voyons. Par exemple.
Aurélien m'a dit, il y en a partout, il faut absolument en parler, il y en a dans tous nos appareils, c'est super important, il faut en parler maintenant de ce machin-là. Alors du coup, il a été chercher David, il a bien fait d'ailleurs, parce qu'il s'y connaît aussi vachement dans ce domaine-là, David, et donc voilà, ils en parlent. Exactement, Marc, on voulait aborder avec toi un composant qu'on a partout autour de nous, qui est un circuit imprimé, PCB en anglais pour Printed Circuit Board, qui est donc un moyen, une plaque sur laquelle on vient assembler mécaniquement et électriquement des composants électroniques. Et il y en a vraiment partout autour de nous, à commencer dans tout ce qui nous entoure, l'écran qui est devant vous, la webcam, le clavier, la souris, l'ordinateur, c'est truffé de PCB. Et donc avec David, on voulait rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'un PCB et de quoi c'est fait. Alors, on va commencer par l'historique du PCB. David, je te laisse attaquer ce point-là. L'historique du PCB, donc, au début, dans les années 40, les PCB ont été développés pour remplacer le câblage manuel. À l'époque, il y avait les composants, il y avait toutes des petites tiges et il y avait ça s'appelait du wire wrapping, ce qui faisait des choses qui étaient assez monstrueux visuellement et à débugger. C'était pas très, très facile. Et donc, ces PCB ont été développés, ce qui permet de souder les composants sur une plaquette avec des traces qui relient les composants entre eux. Il y a eu les premiers PCB étaient faits en résine phénolique. Vous avez peut-être déjà retrouvé des tout vieux appareils. Ce sont des PCB qui sont un peu jaunâtres et qui ont une odeur bien particulière. Et qui ne vieillissent pas très bien dans le temps. Puis dans les années 60, on a introduit donc de nouveaux matériaux et des PCB multicouches, ce qui permet non seulement d'avoir la face avant, la face arrière, mais d'avoir des couches intérieures. On a développé ensuite dans les années 70 des PCB flexibles et rigides flexibles qui sont utilisés dans les smartphones, par exemple les caméras dans les smartphones, et pour pouvoir avoir des circuits qui sont pliables en quelque sorte. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites également dans la miniaturisation et en augmentant la densité des composants dans les années 90 et 2000, et on continue le progrès sans arrêt. Alors, si on regarde un petit peu comment c'est fait. On a un substrat qui est soit du FR4 qui est le plus commun, c'est en fait de la fibre de verre renforcée. Il y a également des composants époxy composite. Il existe également des PCB sur aluminium. Il y a évidemment une couche de cuivre sur ces PCB. Parce que c'est ça qui est le conducteur. Il y a un masque de soudure, donc les matériaux sont découpés. Il y a le circuit est imprimé sur une résine photosensible, et puis cette résine photosensible permet de manger le cuivre aux endroits où la résine a été exposée à des UV. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans le passé, on avait des feuilles transparentes et on avait des feuilles à décalquer, et on décalquait les pistes, on décalquait des petits ronds, et c'est comme ça que les PCB étaient faits à la main. Maintenant, on fait ça évidemment, et ça tu en parleras juste après, des méthodes modernes de conception de PCB. Il y a évidemment toutes des étapes de perçage de trous, de plaquage en métal dans les trous. Il y a des masques de protection, il y a des vernis, il y a un finish qui est fait, parce que le cuivre est un matériau qui s'oxyde très facilement à l'air. Donc on plaque le cuivre soit avec de la soudure sans plomb ou avec plomb, ou alors on a également une méthode qui est un plaquage de nickel et d'or, ou alors simplement même de l'or pur. Voilà en gros comment sont faits les PCB.
Alors, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail des types de PCB. Donc, comme tu le disais, c'est une couche d'époxy, une couche de cuivre au-dessus, une couche de cuivre en dessous. Généralement, sur toute la surface de cuivre, il reste plus grand-chose, puisqu'on n'a plus que des pistes. Donc, on distingue les PCB simple face. On a juste le FR4 et une couche de cuivre. Alors, cette couche de cuivre, on ne l'a pas dit, mais elle peut être de différentes épaisseurs. L'épaisseur standard, c'est 35 microns. Et puis, si vous avez des gros besoins en termes de courant, vous avez besoin de faire passer des courants, on peut monter jusqu'à, moi j'en ai déjà fait 104 microns, donc voilà, si vous avez beaucoup de courant, on peut augmenter la taille, l'épaisseur du cuivre. Ça reste très fin, mais voilà, on peut l'augmenter. Donc on a le simple couche, vous avez juste le FR4 et puis là une couche de cuivre au-dessus. On a le double couche, une couche de cuivre au-dessus, une couche de cuivre en dessous. Et puis après, on a le multicouche. On peut aller jusqu'à... Alors, en standard, 4 couches. Et puis, par exemple, vos cartes mères, je crois maintenant que c'est au-delà de 8 couches. Donc, vous imaginez, on a un vrai sandwich dans lequel on a une couche de cuivre, de la résine, une couche de cuivre, de la résine, une couche de cuivre, de la résine. Et puis, tout le jeu, ça va être de faire passer les signaux d'une couche à une autre par ce qu'on appelle des VIA. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera du routage. Alors les PCB flexibles rigides, tu en as parlé, on peut avoir 2 PCB, on va dire un PCB entier, et à l'endroit où, imaginons qu'on veuille le plier au milieu, eh bien on vient juste amincir la couche de FR4 sur une certaine distance pour créer une sorte de charnière, et il n'y a plus que les pistes qui servent de charnière. Et puis, il existe aussi le substrat, le fameux FR4. Ça peut être un matériau complètement flexible. Et donc, on vient mettre les couches directement dessus. Alors, une fois qu'on a eu notre substrat et nos couches de cuivre, dessus, on va mettre des composants, David. On met des composants dessus, bien sûr. Il y a les composants traditionnels qui sont des composants qui traversent le PCB. Donc, on a tous vu les résistances avec 2 pattes, c'est ça. Voilà, avec 2 pattes, les LED avec 2 pattes, les transistors avec 3 pattes. Les circuits imprimés avec 8, 16. Oui, ils sont... Le fameux DIP, DIP8 pour ceux qui... Et les connecteurs, bien sûr, qui permettent de connecter les PCB entre eux ou de connecter des cartes les unes sur les autres. Il y a les composants montés en surface qui sont maintenant de plus en plus utilisés parce que ça permet de fortement miniaturiser les choses. Par exemple, des résistances, on a des résistances maintenant qui font du style de 1 mm x 0,8 mm. Ça, c'est la taille standard. Alors pour expliquer, on a un petit parallélépipède qui est le composant. À ces 2 extrémités, on a 2... Comment expliquer, 2 capuchons en matériaux conducteurs. Je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça. On parle de quelques millimètres là. Et donc on vient sur 2 pads du circuit imprimé, on vient poser le composant avec de la soudure dessus. Et en fait, en chauffant, le composant se soude au PCB. Voilà, tout à fait. Et alors, pour ce qui est des puces qui ont plus de pattes, comme les microcontrôleurs, des petits processeurs, on arrive à des densités parfois assez grandes, 168 pattes en carré, donc avec un quart par face, avec un espacement qui est de 0,5 ou de 0,3 mm. Donc, ce qui est vraiment très, très, très rapproché. Et il y a également les composants BGA, qui sont les composants qui ont jusqu'à plusieurs milliers de pattes, on va dire. Sauf que ce sont pas des pattes, ce sont des petites boules de soudure qui sont en dessous du composant. Ce sont des composants qui sont un peu plus délicats à souder, mais qui permettent évidemment une miniaturisation beaucoup plus forte. On retrouve ça beaucoup. Est-ce que, toi qui as dû démonter les cartes mères récemment, il y a beaucoup de BGA sur une carte mère? Sur une carte mère, il y a beaucoup de BGA, oui. Parce que ça fait gagner de la place. Ça fait gagner de la place, oui. Ça fait gagner beaucoup de place. Et tu parlais du nombre de couches. Je vois que on monte jusqu'à 24 couches aujourd'hui pour les cartes mères les plus avancées. Alors là, on va parler justement, là, on va aborder donc un peu comment on met au point un PCB.
Donc on utilise des logiciels, hein. Aujourd'hui on ne trace pas ça à la main sur un coin de bureau, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il existe des logiciels libres, des logiciels commerciaux. On parle de EDA, Electronic Design Automation. Donc c'est des outils qui permettent de gérer la chaîne complète, hein, qui vont du schéma, hein, un schéma électrique qui n'a rien à voir avec le PCB, c'est-à-dire imaginons, je vais y allumer une LED, je prends un exemple tout bête, hein, avec une pile, je vais avoir le connecteur pour aller vers la pile, le switch, enfin l'interrupteur qui est basiquement dessiné sous la forme d'un petit levier, hein, vous voyez ça, ma LED, et puis les fils entre tout ça. Et une résistance. Et une résistance, oui, pour pas faire fumer ma LED. Et donc, voilà, c'est un des premiers modules de ces logiciels de PCB. Alors, je ne les ai pas cités, mais les plus grands, on a Eagle, Pads, Altium Designer, et puis si vous voulez vous essayer en libre, il y a KiCad qui marche plutôt pas mal. Donc, je vous ai parlé de ce premier module, hein, qui est le schéma. Et puis après, on va passer vraiment du schéma électrique qui n'a rien à voir avec le PCB à la phase routage. Donc la phase routage, c'est là où on va dire, moi, ce circuit électrique, on va le mettre sur un PCB qui fait, imaginons, 5 cm par 5 cm, hein, on n'a pas besoin de grand-chose pour mettre un switch, une résistance et une LED. Et on va assigner à chaque composant, la résistance, la LED, l'interrupteur, le connecteur, on va lui assigner une empreinte. Une empreinte, c'est quoi? C'est soit des trous, la position de trous, si on parle de composants traversants, ou on va lui assigner des pads, donc des emplacements pour ses pieds, avec un certain espacement, une certaine dimension. Et entre chaque composant, soit les trous, soit les pads, on va venir tirer des pistes. Et donc ces pistes, forcément, trouver l'architecture pour ces cartes électroniques, ça s'appelle les router. Router, c'est-à-dire placer toutes les pistes. Alors le problème, parce que là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est assez simple, mais dès que vous avez beaucoup de composants, vous avez un gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas vous faire croiser des pistes, parce que sinon, vous feriez un court-circuit. Donc en fait, tout le jeu du routage, c'est de faire établir toutes les connexions de votre schéma électrique sans pour autant que les pistes ne se croisent sur votre routage. Alors comment on fait? Si on a besoin de faire croiser des pistes, la seule façon qu'on ait de le faire, c'est de passer par les couches, les autres couches dont je vous ai parlé. Soit le 2 couches, hein, vous passez par du haut en bas, et là si vous passez, vous pouvez faire croiser une piste du haut avec une piste du bas, c'est pas gênant, c'est pas la même couche de cuivre. Et puis si vous avez encore plus de besoin, vous allez passer par les couches internes. Et donc c'est tout le jeu du routage que d'arriver à trouver des chemins pour relier vos différents composants sans qu'ils se croisent et en passant par en passant par toutes ces couches. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour passer d'une couche à une autre, on utilise des vias qui sont des trous qui traverse toutes les couches et un anneau de cuivre va se retrouver sur les couches que je veux relier. Imaginons que je veux relier la couche 2 à la couche 4. Je vais faire un trou, puis il y aura pas de cuivre sur les couches 1 et 3 et il y aura du cuivre sur la couche 2 et 4. Et mon via, il permettra de conduire un signal de la couche 2 à la couche 4. Alors, ces logiciels de routage, ils permettent donc de faire ça, de vérifier que toutes les pistes qui sont sur mon routage correspondent à toutes les liaisons équipotentielles qui sont sur mon schéma. Ça permet de vérifier de manière automatique les isolations. Hein. Est-ce que la distance entre deux pistes est suffisante pour garantir l'isolation entre les pistes, pardon. Ça me permet de vérifier que tout mon routage est conforme à ce que j'ai dit. Après, ça fait plein d'autres choses. Dans certains cas, on parlait de caméras tout à l'heure, on a besoin d'avoir des pistes
qui partent d'un point A à un point B enfin plusieurs pistes qui partent de différents points vers d'autres points, il faut qu'elles aient la même distance, donc on a possibilité de faire des matchings de longueur de piste. Je rentre pas dans les détails, mais il y a plein de choses. D'ailleurs, pour ça, peut-être un petit commentaire, c'est que je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu une carte mère de PC. Si vous vous demandez pourquoi il y a des petits serpentins sur les pistes, ben c'est justement ces serpentins, c'est pour que les différentes pistes de signal aient la même longueur au final. Voilà, pour des questions, alors on n'a pas encore parlé de CEM, mais pour des questions d'intégrité des signaux, entre deux signaux qui, par exemple, qui sont soit différentiels, soit qui font partie d'un même bus de communication. Alors, ça permet aussi de gérer toute la thermique, ces logiciels de routage. On a des composants. Ces composants, on va chercher à les densifier un maximum. Donc, chacun va avoir des pertes. Et ces pertes, il faut pouvoir les évacuer. Donc, on se sert de plans de cuivre pour essayer de dissiper un maximum la chaleur. On n'a pas parlé de radiateurs non plus, mais les radiateurs, ça fait aussi partie. Vous avez tous vu sur les cartes graphiques des radiateurs avec des ventilos dessus. C'est exactement ça. Donc, voilà. Il faut vraiment penser à tout. On n'a pas parlé de CEM, mais évidemment, CEM, c'est quoi? C'est le fait qu'un signal électrique peut être perturbé, notamment quand il passe dans des pistes. Et donc, il faut certaines précautions lorsqu'on fait du routage pour éviter d'avoir ce genre de problème. Voilà, je ne rentre pas plus, on a beaucoup de points à aborder, je ne rentre pas plus dans le détail. Je te repasse la parole, David, sur la fabrication des PCB. Oui, fabrication des PCB, on en a déjà parlé un petit peu avant. Donc, il y a la technique de photolithographie où en quelque sorte, on imprime l'image du circuit sur la feuille de cuivre qui était enduite d'un vernis aux UV. Ensuite, on manche la partie de cuivre dont on n'a pas besoin. Il existe donc la gravure chimique, ça c'est l'étape suivante, donc on retire le cuivre dont on n'a pas besoin. Il y a les perçages, il y a le plaquage dont j'ai parlé précédemment également. Donc vu que le cuivre est quelque chose qui s'oxyde très fort, on le laisse à l'air 2-3 jours, on a un peu difficile à souder les composants dessus, donc il faut qu'il y ait un finish sur le cuivre. Il existe donc ce qu'on appelle le HASL, c'est une immersion dans un bain de soudure, le HENIC, donc ça c'est une couche de nickel par électroplating avec une couche d'or au-dessus, ou de l'or tout simplement. Il existe évidemment, il y a la possibilité d'avoir du cuivre pur, mais il y a intérêt à se dépêcher à souder. Il existe également pour la fabrication des PCB des techniques plus artisanales qui sont par exemple du CNC. Il y a des gens qui font leur PCB avec un CNC, ils achètent une plaquette de cuivre, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, ça c'est aussi une technique qui est possible. On peut pas faire du multicouche, enfin on peut faire du multicouche mais ça devient très compliqué, on peut pas avoir une densité énorme. On parlera aussi maintenant il y a des gens qui peuvent imprimer en 3D des PCB avec des filaments qui sont conducteurs. Alors c'est pareil, ça c'est pas, vous aurez pas votre carte mère imprimée en 3D demain, ça c'est sûr. Et puis le laser aussi, on peut venir faire des traces en cuivre avec du laser. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des usines qui fabriquent des PCB personnalisés en petite quantité pour des prix vraiment raisonnables. On parle de $5 pour 10 unités de moins de 10 x 10 cm qui sont fabriquées en quelques jours. Il y a 20 ans, fabriquer des prototypes, ça coûtait des milliers d'euros. Aujourd'hui, pour quelques euros, n'importe qui peut se lancer dans la fabrication de PCB. Jouer à faire la lithographie soi-même et jouer avec des produits chimiques, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour, même des hobbyistes. Alors, juste, on terminera là-dessus. Sur l'assemblage des PC, alors moi j'ai déjà eu travaillant dans le domaine, j'ai déjà eu la chance de visiter des entreprises qui ont des grosses machines qui font du pick and place. Alors c'est quoi le pick and place? Aujourd'hui on est dans le CMS, on a parlé des composants à montage en surface, et qu'on a des bobines
un peu comme des bobines d'enregistrement d'antan, là, les bandes magnétiques. Ce sont des bobines qui ont un peu cette forme-là, où il y a dedans plein de composants CMS. Et donc, il y a des machines qui viennent prendre des composants sur ces bobines et qui viennent les placer exactement au 10 centième de millimètre près sur les pads d'un PCB qui est monté sur un convoyeur où il y a eu de la pâte à souder de poser dessus. Et puis, donc, en fait, les PCB rentrent, la machine de pick and place à une vitesse extrêmement élevée vient poser tous les composants et le PCB avance et rentre dans ce fameux four de refusion. Un four de refusion, c'est quoi? C'est un four dans lequel le PCB va monter à une certaine température et redescendre de manière avec une température contrôlée, de manière à ce que la soudure se fasse entre les composants CMS qui ont été juste posés sur la pâte à souder et le PCB. Et voilà, si vous êtes intéressé par ça, allez voir des vidéos de machines pick and place qui vont à une vitesse extrêmement élevée pour positionner tout ça. Alors c'est sûr, hein, c'est pas pour faire un PCB, hein, c'est pour faire des dizaines, des centaines de PCB, parce que pour régler une machine comme ça, il faut un peu de temps. Je vais peut-être rajouter un tout dernier petit truc. Tu parlais de dissipation de chaleur et une application intéressante des PCB, ce sont les lits chauffants des imprimantes 3D qui sont en fait un PCB sur aluminium avec les pistes en serpentin et c'est la piste qui sert à faire chauffer de manière uniforme le lit chauffant d'aluminium. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Alors, je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant. Maintenant, dans votre smartphone, vous ne pouvez pas imaginer la densité de composants qu'il y a là-dedans, la densité d'intégration qu'il y a là-dedans, le nombre de couches de vos PCB. Et donc, c'était une chose importante pour moi que d'expliquer un peu tout ça et de voir comment toute cette électronique qu'on côtoie toute la journée est imaginée, est pensée, est faite et réalisée. Voilà. Mais en tous les cas, si vous êtes friand de ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis même si vous voulez un complément sur ce sujet, on s'arrangera avec David pour enrichir encore tout ça. Merci à vous. Merci. Merci les gars, on a appris plein de trucs et on est évidemment loin de ce que moi j'ai connu pendant mes études, fameux perchlorure de fer et les taches brunes sur ses habits. Oh, c'était bien dégueulasse. Quand tu soudais ta diode. Oui, c'est ça. Les effluves de soudure, etc. Ça, c'était un autre monde, évidemment. Merci encore une fois à tous pour cet épisode qui fut riche en informations. On n'a pas perdu de temps, on était bien carré, bien tout ce qu'il faut, etc. N'hésitez pas à vous aussi être très carré. Vous qui nous écoutez en nous envoyant vos messages et vos questionnements, éventuellement vos propositions honnêtes, toujours, évidemment. Ça nous intéresse également et on va se dire donc à bien vite. Merci Xavier et repose bien les tiges. Hein. Mais merci Sébastien également. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.